c'est quand même stupéfiant. Je parle même pas de leurs opinions. Je me dis, c'est quand même assez hallucinant que des gens qui ont presque fait leur notoriété sur certains plateaux autour de cette guerre, en montrant leur visage, n'aient jamais eu la décence d'aller sur place, voir les soldats. Je ne leur demande pas d'aller au front, mais ou discuter avec les gens dans le pays, tout simplement. Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Populaire. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Régis Le Sommier. Quand je dis la chance, eh bien, c'est parce que Régis, tu bouges beaucoup. Et avant que d'aller plus loin sur les événements en Iran et au Liban, je voudrais parler un peu de ta méthode, car tu es un journaliste professionnel. Ça fait des dizaines d'années que tu es dans ce métier et tu es une espèce rare de journaliste qui disparaît petit à petit. C'est celui qui va vraiment sur le terrain, qui fait des enquêtes longues, qui va voir les gens, que ce soit en Ukraine, des deux côtés du front, que ce soit en Russie, que ce soit en Iran, que ce soit au Liban. Paris Match longtemps, maintenant tu Omerta. La dernière fois, on t'avait reçu pour ce formidable reportage que vous avez fait sur le Kivu, où malheureusement d'ailleurs, là, ça vient de reprendre à nouveau. Pas vraiment changé. Voilà. Tu n'avais pas tort. Hein. Tu avais dit que c'était pas sûr que la paix de Trump dans la région marche très bien. Et là, on te reçoit parce que tu reviens du Liban. Tu étais déjà allé au Liban il y a un mois et demi, à peu près, début mars. Ouais. Entre-temps, tu as une des équipes d'Omerta qui est allée en Téhéran, en Iran. Donc, tu as des informations de première main. Alors, est-ce que ce métier de journaliste de terrain, de reporter de guerre qui va vraiment au contact, est-ce que c'est toujours possible? Ou est-ce que tu es le dernier des Mohicans? Je ne sais pas si je suis le dernier des Mohicans. J'ai l'impression qu'il y a quand même d'abord une nouvelle génération qui existe et qui fait ce métier de façon remarquable. Il y a beaucoup plus d'ailleurs de filles dans cette génération, de cette nouvelle génération, qu'il y en avait à l'époque où j'ai commencé. C'était surtout un métier de garçon et qui a évolué. Et aujourd'hui, il y a des difficultés supplémentaires. Il y a une concurrence qui est plus importante, par exemple par rapport à l'époque où j'ai commencé à Paris Match, où il y avait quelques supports. Alors ils étaient il y a, au niveau international des médias qui relayaient le reportage, et en particulier le reportage de guerre. Bon, il n'y en avait que quelques-uns. Aujourd'hui, il y a des canaux et des chaînes YouTube et des influenceurs, même je regardais l'autre jour, c'est assez stupéfiant. Un type qui se balade en Afghanistan, qui va voir les talibans, qui donne des recettes de cuisine, qui fait mumuse avec eux. Bon, ça dévoie. Je dirais que c'est pas très très sérieux, et c'est le problème en fait aujourd'hui de la mise en scène qui est permanente. C'est-à-dire qu'en fait il y a une sorte de confusion totale aujourd'hui entre d'abord les gens qui font de la communication, ceux qui font de la propagande, ceux qui travaillent pour eux-mêmes et qui veulent montrer leur visage. C'est ça aussi, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Toute la nouvelle génération se met en scène naturellement. Moi, j'ai un fils qui a 14 ans, il fait des vidéos que je n'étais pas capable de faire, même quand j'en avais 30, vous voyez. Donc, c'est pas du tout la même chose. Moi, j'essaie de rester fidèle à une forme de pratique que j'ai appris à Paris Match, qui est d'abord qu'on est là et qu'on n'a rien à y faire fondamentalement. C'est-à-dire que si on va au Liban, si on va en Iran, moi, Régis Le Sommier ou d'autres, on n'est pas là pour nous. On est là pour raconter ce qui se passe. On est là pour être témoin des événements, essayer de les décortiquer, de les expliquer, et souvent de rapporter, c'est ça où là il y a un décalage, quelque chose qu'on voit sur le terrain, ou des informations, ou des choses dont on devient conscient en étant sur le terrain, et qui ne sont pas du tout relayées par les médias à domicile, voire qui vont contre l'impression que donne
les médias à domicile qui sont plus guidés, on va dire, par une analyse froide de plateau, les opinions des uns et des autres. C'est-à-dire qu'en fait, le métier de journaliste aujourd'hui est dévoré par cette espèce de diktat de l'opinion qui fait que, par exemple, au bout de 3 ans de guerre, sur un débat sur l'Ukraine, vous allez voir 4 types autour de la table, dont aucun n'est allé en Ukraine. C'est quand même stupéfiant. Je parle même pas de leurs opinions. Je me dis, c'est quand même assez hallucinant que des gens qui ont presque fait leur notoriété sur certains plateaux autour de cette guerre, en montrant leur visage, n'aient jamais eu la décence d'aller sur place, voir les soldats. Je ne leur demande pas d'aller au front, mais ou discuter avec les gens dans le pays, tout simplement. On m'a souvent reproché, on m'a souvent considéré comme étant une sorte d'anti-BHL, mais au moins BHL a l'avantage d'aller dans les pays. Il ne reste pas que sur le plateau de télé, mais vous en avez d'autres qui restent sur le plateau de télé et qui ont des opinions, etc., etc. Et souvent, ces opinions-là sont en décalage total avec ce qu'on voit sur le front, ou même dans le pays. C'est assez caractéristique, c'est valable pour l'Afghanistan, c'est valable pour l'Ukraine, c'est valable pour l'Iran en ce moment, sur cette surprenante société iranienne, que, à force d'être démonisée, d'être gouvernée par le fameux régime des mollahs, on imagine comme étant des gens en claquettes qui préparent des bombes dans des grottes, quoi. Et quand on est confronté à la réalité de la vie à Téhéran, on se rend compte que c'est pas tout à fait ça. Et on vient, on dit, vous savez, ils ont des voitures, ils sont modernes, etc. Et là, on nous regarde comme si on avait changé de camp, voilà. Quand je vivais aux États-Unis en 2002, il y avait réellement des surpris qu'il y ait des escalators en France. Oui. Quand on part de loin, l'Iran, t'imagines. Oui, alors là... Des tapis volants, hein, au mieux. Oui. Alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui on est le 6 mai et c'est à Saint-Georges. Oui. Donc d'une certaine manière, c'est... Bonne fête. Merci. C'est tuer la chimère. Régulièrement, en fait, ton métier. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a une énorme chimère qui se fait médiatique sur les conflits. C'est essayer de porter des petites banderies, on dira, voilà, pour essayer de... On va pas remporter on va pas dire, on va pas remporter les oreilles et la queue du taureau, mais on va essayer quand même d'affaiblir la narration, parce que de plus en plus les conflits aujourd'hui se voient imposer une narration dès le début et à laquelle finalement au bout d'un moment devant l'évidence les choses on va dire se fragilisent, mais dans la première partie du conflit au moins il y a absolument aucune possibilité d'avoir un avis ne serait-ce que nuancé. Je me souviens par rapport à Omerta, quand on a lancé Omerta, c'était en novembre 2022, donc on était en plein dans la phase, on va dire, la Russie va perdre de la guerre en Ukraine, et on avait fait un magazine qui s'appelait Ukraine, la vérité qui dérange. Simple magazine, c'était le premier magazine Omerta, et on avait simplement compilé des voix dissidentes, tu en faisais peut-être partie d'ailleurs, simplement des gens qui disaient, donc il y avait Henri Guénaud, il y avait Arnaud Klarsfeld, il y avait même Maurice Gourdeau-Montagne, des gens qui disaient attention, là, vous donnez la Russie perdante, l'Ukraine va gagner, c'est peut-être pas tout à fait ça, et puis attention, ce que disait Guénaud en particulier, l'escalade, ça peut mener loin, et il prenait l'exemple de la Première Guerre mondiale, et il y en avait d'autres, Pierre Conessa, etc., qu'on avait réunis. Et le simple fait de réunir ça dans un magazine, cette prose, nous a valu les foudres, évidemment, on va dire, des médias mainstream, mais surtout, nous a fait un succès. C'est-à-dire qu'on a vendu 17 000 exemplaires de ce magazine à 15 €. C'était un beau succès commercial pour un lancement d'un magazine, parce que en fait, les gens étaient tellement étouffés par la narration LCI qu'ils ont éprouvé le besoin d'aller voir ailleurs ce que disait. Et nous, on n'a fait que compiler finalement les voix dissidentes, on dira. Mais il existe toujours à chaque guerre, et ça je l'avais remarqué au moment de la guerre en Irak, quand j'étais jeune journaliste à l'époque, moi j'étais contre la guerre en Irak et j'étais pigiste, j'arrivais à Paris Match et je me rendais compte que
en dépit du fait qu'à l'époque, on est Villepin dans sa pleine splendeur, Chirac, qui après avoir hésité au début, faut pas plus bien le rappeler, savoir s'il allait rejoindre Bush ou laisser l'armée française hors de ça, avait décidé de jouer la carte du vieux continent qui a connu la guerre, et attention, qui dit au jeune continent américain, faites pas ça. Au niveau de ma hiérarchie, tout le monde était pour la guerre. Et la fleur au fusil, je me suis dit, ça n'a aucun sens. Saddam Hussein n'a aucun rapport avec Oussama Ben Laden. Enfin, il y avait des choses comme ça, et tout était fait pour, en fait, masquer. Et j'ai retrouvé le même état d'esprit le 28 février, quand les États-Unis ont démarré leur guerre en Iran. Et c'était de célébrité publique, ce numéro, et le travail que vous avez fait, parce qu'on n'était pas très nombreux, effectivement. Mais non. Et Guénaud, mais il n'y a pas que Guénaud. Non, il y en avait quelques autres. Lelouch, oui, oui. Il se passe très exactement ce que vous aviez osé dire, ce qu'on avait osé dire à l'époque. Ouais. C'est que là, maintenant, on est passé de nous ne sommes plus en paix, formulation de Lavrov, à la semaine dernière, nous sommes en guerre avec l'OTAN. Oui. Alors, comme les Russes disent pas les choses à la légère, nous sommes en guerre avec l'OTAN, c'est-à-dire, c'est un pays qui a quand même 6000 têtes nucléaires. Ouais. J'espère qu'on va sortir de ce paradigme-là, parce que sinon ça va mal finir pour tout le monde. Ah oui, bien sûr, et surtout un truc qui est très, juste une petite parenthèse, qui est très dangereux en ce moment, c'est-à-dire qu'on voit à plein de niveaux une caisse de résonance entre les deux guerres. C'est-à-dire l'Ukraine et l'Iran se ramènent. Je prenais un seul exemple, les drones du Hezbollah, les drones philo-guidés du Hezbollah. J'allais y venir. Voilà, on en parle là. Voilà. Alors, on t'a invité pour parler du Liban, et comme tu y as été, c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on voit ailleurs, comme tu l'as dit. Alors là, peut-être ce conflit a une petite particularité, c'est que le narratif de début de guerre, ça grince, même sur les médias mainstream, s'ils n'arrivent pas à se mettre bien en place. J'ai l'impression pour plusieurs raisons. D'abord parce que le Liban, c'est proche de la France. Il y a beaucoup de Libanais ici, il y a beaucoup de Français au Liban, et une vieille histoire. C'est pas la Russie, c'est pas l'Iran. Israël qui attaque après Gaza, et puis les déclarations de gens extrêmement sains d'esprit comme Ben Gvir et Smotrich, quand même difficile à défendre, même pour ceux qui sont les plus en soutien de Tel Aviv. Et puis, il y a quand même des exactions assez importantes. Au point où Yakovlev sur LCI... ah oui, lui, c'est pas possible. Je vous rappelle qu'il y a 10 000 infractions par l'armée israélienne. On parle des accords qui ont été signés avant. 4 du Hezbollah. On ne peut pas parler que des 4 du Hezbollah en boucle, sans parler des 10 000, dont 2500 sérieuses de l'armée israélienne. Bon. Alors, l'ambiance générale, c'est comment maintenant au Liban? Parce que la guerre continue, en fait. La guerre n'a pas cessé, en réalité. Elle a cessé dans le nord, enfin, elle n'a jamais existé dans le nord. Enfin, je parle pas de la zone de Tripoli, mais Beyrouth. Là, il n'y a plus de frappe par rapport à mon premier reportage. Tahrir n'a plus son panache de fumée tous les jours, donc le sud de la capitale, et les frappes qui intervenaient nuit et jour. En revanche, reste de façon très désagréable la permanence du drone israélien sur la capitale libanaise, qui enquiquine la vie des gens, une espèce de bruit de tondeuse dans le ciel, parfois très très fort. Parfois, il y en a plusieurs de drones, et qui donc observent ce qui se passe dans la capitale. C'est quand même intéressant, parce que on dit oui, mais c'est ceux qui s'en plaignent, c'est les gens du Hezbollah, c'est ceux qui ont quelque chose à se reprocher. En fait, non, tous les Libanais sont... Et je vous donne un exemple précis. Lors du premier reportage que j'ai fait donc à Beyrouth, j'ai interviewé Fouad Kourielou. Fouad Kourielou, c'est l'ancien patron de L'Orient le Jour. Et on se baladait à côté de la place des Martyrs, et il me dit... on entendait le drone, il me dit « Ça, c'est le bruit de la nouvelle occupation israélienne. » Pas un mec du Hezbollah qui me dit ça, c'est que L'Orient le Jour, on peut pas dire que c'est, ils sont pro-Iran. Ils essaient de faire du journalisme dans des circonstances assez compliquées, mais que lui dise ça, ça veut dire quand même que beaucoup de Libanais le pensent, et que, là encore une fois, ce qu'on entend ici et ce qu'on voit là-bas n'est pas tout à fait, ne correspond pas.
Alors, ce qui se passe au Liban en ce moment, c'est une forme de soulagement, je dirais, par rapport à ces frappes sur la capitale. Mais dans le sud, rien n'a changé. C'est-à-dire je donne un exemple, on a fait la route entre Tyr et le village de Tebnin en accompagnant un curé local, un peu curé de combat, qui s'appelle le père Marios, pour aller voir son église. Et à un moment, on voit des gravats, on voit des types qui s'agitent, et la route est bloquée, les ambulances arrivent, le bulldozer arrive après les ambulances. Il y avait une frappe sur la route, il y avait un centre commercial à côté, donc tout un tas de gravats, types qui sortent en boitant des décombres. Le truc vient de se passer et on va rester à regarder ça, partiellement à pouvoir le filmer parce que c'est très compliqué de filmer, parce que le Hezbollah est tout de suite là. Il y a ils sont habillés en noir et ils viennent tout de suite occuper la zone, d'abord repérer les blessés et les ambulanciers arrivent tout de suite pour les sortir des décombres. Donc de voir ça un jour, le cessez-le-feu, il était en poste depuis le 16 avril. Là, on était à la fin avril. Voilà, vous constatez que vous allez sur une route au Liban et la route est coupée par des frappes. Voilà. Et le bulldozer a fini, parce que ça aussi c'est l'objectif, comme j'ai bien pu le remarquer. Donc récupérer les blessés au maximum et dégager les axes routiers tout de suite. Ça, donc et je me demandais pourquoi il y a beaucoup d'entreprises de terrassement sur la route, parce qu'en fait il y a comme il y a des ambulances qui sont postées un petit peu partout pour intervenir dès qu'il se passe quelque chose. Mais je vous parle de ça, c'est pas des zones désertiques avec des grosses montagnes, c'est des petites collines et c'est des zones ultra habitées. Même des zones assez riches avec des maisons très belles. Maison qui s'est pris une frappe. Bon, peut-être qu'il y avait des types du Hezbollah. On peut toujours essayer d'imaginer pourquoi les Israéliens ont-ils détruit cette maison. Parfois, on a du mal à se dire pourquoi ces 3 maisons-là ont été détruites. C'est pas des installations, elles n'ont pas l'air d'avoir d'installations militaires. Il y a pas, voilà. Et puis surtout, là, le décor d'apocalypse, c'est la corniche, on va dire, de Tyr. Où vous avez les palmiers, la plage, l'eau très bleue, vous êtes sur la croisette à Cannes, et 7 immeubles ont été détruits par des frappes israéliennes à 23h57 le jeudi 16 avril, 3 minutes avant le cessez-le-feu. 7 immeubles. Et c'est des montagnes de gravats, tout à coup. 30 morts, 70 blessés. Voilà. Alors, à côté, il y a un bar qui est resté brinque-ballant. L'installation suivante, c'est une espèce de boîte de nuit. Là, ensuite, il y a un centre commercial. Ce que je veux dire, c'est que je veux bien croire qu'il y ait des mecs du Hezbollah dans l'histoire, mais quand même, 7 immeubles en plein centre-ville, j'ai quand même du mal à croire que ce n'est pas délibéré. Et ce que me disait Thibaut Vallée, qui est le chef des SOS chrétiens d'Orient au Liban, c'est que lui était là quand ces frappes ont eu lieu. Il était à l'évêché, il discutait avec des Libanais qui lui disaient ça y est, le cessez-le-feu va être prononcé. Alors il disait aux Libanais qui lui disaient ça, vous devez être soulagés. Il dit non. Quand il y a un cessez-le-feu, ça va être terrible dans les prochaines heures avant le cessez-le-feu. Tu vas voir, attends-toi, ça va être très très mouvementé. Et ça n'a pas loupé. Et c'est valable aussi pour le Hezbollah. Enfin, chaque on va dire, comme ils savent qu'ils vont plus pouvoir frapper. Mais bon, en l'occurrence, les Israéliens continuent à frapper. Pas à tir, mais dans tous les villages. Là, il y a une vraie entreprise de démolition. Et quand même assez... C'est une entreprise de démolition systématique. Systématique. Je crois que c'est le Wall Street Journal qui a rapporté qu'une partie des soldats israéliens déployés dans ces zones ne sont pas là pour des activités militaires, mais pour des activités de destruction. Ce sont des artificiers, voilà. Il faut rappeler que il y a une offensive militaire qui a été lancée israélienne immédiatement après le début du conflit avec l'Iran. On les a tués. Techniquement, c'est le Hezbollah qui a attaqué Israël. Bon. Techniquement, c'est le Hezbollah. Mais je voulais revenir justement à ce qu'il y avait avant, c'est que l'objectif de conquérir le sud Liban est quand même ancien. Oui.
On a récemment retrouvé des vidéos de Moshe Dayan. Oui, qui parlait du litanie. L'exprimait, voilà, frontière, c'est le litanie, la frontière naturelle. Théodore Herzl aussi en parlait, alors qu'il n'y avait pas de Hezbollah à son époque. Voilà, fondateur du sionisme, il y a très longtemps, il n'y avait pas de Hezbollah. Il n'y avait pas de Hezbollah à l'époque de Moshe Dayan. Bien, voilà. 82, 2006, ça reste ouvertement l'objectif pour Ben Gvir et Smotrich, donc les ministres les plus extrémistes du gouvernement Netanyahou. Donc quand même, objectif d'occupation. On ne fait pas que détruire, d'autant plus que ces destructions de bâtiments, tu dis, bon, est-ce que c'est militaire, pas militaire, c'est difficile de savoir, mais les combats continuent, ça n'a pas l'air d'arrêter le Hezbollah. Non. Donc rien que la semaine dernière, c'est les affrontements directs. Même à l'arme légère, il y en a eu hier. On a perdu des soldats, nous-mêmes. Oui, bien sûr. 2 Français. Là, en l'occurrence, par le Hezbollah. Mais avant, sur les Irlandais, c'est Israël qui avait tiré. Les Indonésiens aussi. Oui, parce que la position à la fois de l'armée libanaise dans ces zones et de la FINUL est extrêmement compliquée. On le voit bien, ils circulent ils assurent une présence. Ce qui est très intéressant, c'est que l'armée libanaise, elle fait des checkpoints et parfois, vous prenez le village de Khiam, par exemple. On était à Marjayoun, qui est vraiment le village juste à côté. Marjayoun a été touché, mais disons comme c'est un village chrétien, ça n'a pas été, on va dire, décimé comme Khiam. Khiam, c'est grande zéro. Et on voit sur la colline, on voit que les maisons ont été aplaties. Et endroit très très dangereux parce que Israël frappe régulièrement depuis ces zones-là ou sur ces zones-là. Et à un moment, on était dans un autre village qui est juste à côté, qui s'appelle El Al-Saki, village de paysans, qui lui s'est vu amputer de la moitié de son territoire pour former le fameux glacis, la zone tampon, fameuse ligne jaune. Donc 400 hectares, ils ont perdu 400 hectares, ce village. Et on était dans la salle communale, et à coup, on entend une énorme explosion qui fait vibrer le village. Pendant que vous y étiez. Ouais, pendant qu'on y était. Et en fait, les paysans on dit non, c'est pas des tirs c'est de la destruction de maisons. C'est de tunnels ou de maisons. Et donc, c'est des explosifs, commandés, quoi. Voilà. C'est dans le village de Khiam, c'est à côté, à peu près à 2 kilomètres. Et donc, l'explosion se fait sentir tellement elle est importante. Et après, on a vu, c'est ce qui est assez incroyable, c'est que souvent, il y a quelqu'un qui a un iPhone et qui filme, et l'Orient le jour, le soir, montrait le panache de fumée dégagé par ces explosions. Donc c'est vraiment, pour le cas, l'entreprise de démolition. Ça a été le cas de façon extrêmement émotive pour beaucoup de chrétiens et en particulier pour SOS Chrétiens d'Orient avec le village de Yaroun, puisque l'association avait mis en place les panneaux solaires sur la salle paroissiale. Et là, même s'il y a une polémique sur le couvent, a-t-il été détruit par Israël ou pas, etc. Bon, la salle paroissiale a été détruite, donc il y a plus de panneaux solaires. L'église, le toit s'est effondré. Bon, les murs sont encore debout, mais du reste du village, il n'y a plus rien. Et donc ça, c'est des villages sur lesquels les humanitaires, pas uniquement SOS Chrétiens d'Orient, avaient investi, sur lesquels ils ont fait des projets, et tout ça est anéanti. Parce que maintenant, ces villages-là sont plus que dans une zone, une DMZ, comme entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Je pense que l'objectif, il est là. Il est de créer cette zone, en sachant que militairement, ça n'a pas tellement de sens. Parce que le problème principal, on va y revenir, c'est l'histoire des drones. Mais le Hezbollah a largement aussi la capacité d'avoir des missiles pour encore continuer à cibler les colonies du je sais plus comment il s'appelle, la ville de il y a une ville israélienne qui est particulièrement touchée, Crimona ou un nom comme ça. Bref, et le Hezbollah est tout à fait capable de toujours viser cette ville. Donc même en ayant 10 kilomètres alors vous me direz, ça va être la justification pour aller plus loin et pour tenter ensuite d'aller au Litanie.
Et bon, faut-il se débarrasser de le... Mais il y aura toujours ce problème, c'est que on a beau faire reculer le Hezbollah militairement et le chasser de ses terres, il va continuer à se diffuser dans la société libanaise. Et à partir du moment où il n'y a pas d'autres forces pour défendre le Liban, puisque c'est pas l'armée libanaise qui fait le job, il paraît totalement illusoire et absurde de demander à cette même armée libanaise aujourd'hui de désarmer le Hezbollah. C'est complètement absurde. Mais ça continue. Ça aussi, ça fait partie de la narration. J'entendais Marco Rubio expliquer que les Américains allaient peut-être envoyer des troupes pour former certaines unités du Hezbollah, de l'armée libanaise pour désarmer le Hezbollah. Là, on met la main dans un puits sans fond, là. Main dans un puits sans fond qui a déjà été mis plusieurs fois dans ce puits sans fond sur beaucoup de résultats. Si je ne m'abuse, oui. Il n'y a pas si longtemps, il y a un peu moins de 2 ans, il y avait cette opération saluée comme la plus grande opération secrète jamais menée contre le Hezbollah du Mossad avec les pagers Callisto un peu partout, y compris chez les civils. Oui. Nasrallah tué à Beyrouth. Voilà. On a réussi à nous une énième décapitation. Oui. Le Hezbollah, je me souviens très bien, il y a 3 mois, le Hezbollah était complètement défait. Oui. Ça n'a pas l'air d'être le cas, en vérité. Non, c'est très en plus que ça a l'air d'être un peu la logique qu'appliquent les Iraniens, en tout cas pour le commandement militaire, c'est très autonomisé, y compris village par village. Oui. Alors, il y a des correspondances intéressantes, oui, et il y a aussi des doctrines militaires plus ou moins nouvelles appliquées sur les combats présents. Là, il y a une forme de rotex de la guerre en Ukraine appliquée par le Hezbollah à la lettre, qui fonctionne remarquablement sur la question des drones. Et sur l'autonomie des unités, on est sur des doctrines qui ont été mises en place par... vous savez, il y avait à l'origine du Hezbollah, il y avait Nasrallah, mais autour de Nasrallah, il y a eu des types comme Fouad Choukar, il y a eu des types comme Moussavi, etc. Il y avait deux historiques du Hezbollah, quand tous les deux étaient tués à Damas par des frappes israéliennes, enfin des assassinats ciblés, qui étaient Mustapha Badreddine et Imam Mougnier. Et Mougnier a eu énormément d'importance sur la doctrine militaire du Hezbollah. C'était quelqu'un qui, d'abord, il était surnommé le fantôme. D'ailleurs, le terme fantôme reste mythique chez les combattants du Hezbollah, parce que ni la CIA ni le Mossad, pendant des années, n'a réussi à l'avoir. Et lui, il a mis en place des doctrines qui sont basées sur des scénarios et non pas sur des ordres directs. C'est ça qui est très intéressant. Les ordres directs, ça veut dire on communique, on est intercepté, on est liquidé. C'est un peu ce qui s'est passé. Alors le Hezbollah a repris à son compte ces doctrines, a mis en sourdine son activité militaire tout en la maintenant très très active. Non, son activité politique. Très intéressant. Avant la reprise des hostilités, le Hezbollah, pendant la période de novembre 2024 jusqu'au redémarrage de la guerre en février, a, on va dire, fait en sorte de disparaître quasiment politiquement, tout en ayant toujours des parlementaires, mais de la mettre en sourdine, n'obstruant pas l'élection, par exemple, de Joseph Aoun, en retirant son candidat, Slimane Frangieh, le seul parti politique chrétien qui soutient le Hezbollah. Slimane Frangieh s'est retiré, Joseph Aoun a été élu président. Donc le Hezbollah a facilité l'arrivée de Joseph Aoun, tout en sachant que Joseph Aoun allait dire mon objectif, c'est de vous démilitariser. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a, on va dire, il est rentré dans le rang jusqu'à laisser imaginer qu'il n'existait plus militairement, jusqu'à laisser imaginer qu'il avait quitté le Liban Sud, et en réalité pas du tout. Et voilà, et il a recomposé, il a profité à fond des 15 mois de cessez-le-feu partiel, parce que Israël a plusieurs fois, des centaines de fois même, violé ce cessez-le-feu. Et le Hezbollah s'est maintenu, a respecté globalement le cessez-le-feu, mais il s'est réarmé militairement et il a appliqué ses doctrines
Il a changé complètement son fusil d'épaule. Ça, c'est très intéressant parce qu'on le voit dans les villages, d'où l'intérêt d'aller sur le terrain, parce que quand vous êtes dans certains villages chrétiens, je pense en particulier à Tebnin, sur la place du village, sur la place de l'église, il y a des câbles par terre. Des ravages, je vois des câbles par terre, et puis un des types avec qui on était me dit, m'explique, il dit, regarde, tu vois là, il y a un câble là, le câble il suit, etc., etc. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, ils utilisent des techniques rudimentaires de transmission qui étaient propres des armées dans les années pendant la Seconde Guerre mondiale. On en revient aux câbles de communication pour ne pas avoir utilisé le portable. Et quand à la sortie de Tebnin, l'hôpital a été bombardé et nous, on s'est fait repérer par un type. On était en convoi, on était autorisé, mais si vous voulez, y a beaucoup de gens qui regardent ce qui se passe. On s'est fait repérer par un type en scooter qui visiblement était lié, vous allez comprendre, à la milice Hamal, parce que le propre de ces paysages-là, c'est que chaque village est dominé soit par le Hezbollah, soit par Hamal, soit par le Hezbollah. Parfois des bouts de village. Chacun a son mini-territoire et ils cohabitent et ils coopèrent. Vous allez comprendre. Parce que longtemps aussi, pareil, quand vous êtes ici, ah oui, Hamal, ils sont contre le Hezbollah, Nabi Berri, très prudent, etc. En fait, dans les faits, ils travaillent ensemble. Ça, il n'y a aucun doute. Et donc, ce type nous repère, il est en scooter. Ouais. Il est en scooter, il nous repère. Peut-être qu'Hamal est moins présent militairement, mais en tout cas, ils sont là, ils tiennent leur territoire. Ce type en scooter nous repère, il vient regarder qui y a dans la voiture, et puis ensuite il part. Village suivant, pareil, drapeau vert, Hamal, portrait de Nabi Berri, je sais plus, ils ont un imam qui a été tué en 1978, qu'on voit un peu partout, qui a eu une importance, enfin bref, des trucs de chiites. Et donc, on voit le scooter avec 4 types qui sont là, bras croisés, les barbes, pas de doute, ça fait vraiment très très milicien, des drapeaux à mal, etc., etc. Le scooter nous revoit passer, il repasse devant nous, il va plus loin, il disparaît, et au carrefour suivant, on est arrêté par le Hezbollah. Donc c'est le mec de Hamal qui a prévenu les mecs du Hezbollah, mais il les a pas prévenus en appelant avec son smartphone. Il est allé. Donc c'est intéressant de voir que voilà, on en revient à des courriers humains, à des transmissions d'ordre à travers des petits scooters qui sont là un peu partout, et l'utilisation de communication, on va dire, archaïque. Et ça, c'est les premières mesures qui ont été prises par le Hezbollah. Et au milieu de ce qui, enfin, il disait les commandants qui ont survécu, c'est ceux qui n'ont pas décroché quand le téléphone a sonné. Voilà. Et donc aujourd'hui, ils sont extrêmement sourcilleux. Et quand ils nous ont interrogés, ça a duré une petite demi-heure. C'était pas bien méchant, mais ils nous ont dit si vous mettez des trucs sur les réseaux, les Israéliens vont vous repérer. Et surtout, ne montrez pas nos visages. Voilà, ça c'est vraiment l'obsession parce que ils sont capables de nous identifier, etc. Voilà. C'est intéressant parce que ça a été la même chose que j'ai pu observer en Afghanistan dans 2007-2008. Ouais. Quand ils ont basculé, ils se sont rendus compte que les téléphones satellitaires, c'était des aimants à missiles américains. Ouais. Tout à coup, tout s'est arrêté. Oui. Les communications, le renseignement électronique donnaient plus grand-chose. Et là, c'est encore pire. Ils sont passés à être humains. Oui. Sur scooter, dos d'âne. Oui, complètement. Alors, c'est lent, mais si on n'a pas des humint, enfin des renseignements à l'intérieur, tout est complètement opaque. Et même pour leur armement, les drones à fibre optique, voilà, il n'y a aucune possibilité, il n'y a pas d'onde, il n'y a pas de signal radio, donc le truc il passe. Et ça, c'est quand même une surprise. C'est clair, parce que donc là, on est le 6 mai, il y a eu d'intenses combats localisés fin avril. Plusieurs chars Merkava, donc chars lourds israéliens touchés, au moins 3 détruits, pas mal de soldats tués, blessés. Et on voit des images qu'on a vues en Ukraine. Oui. Et là, la surprise, c'est que le Hezbollah a l'air d'avoir bien regardé ce qui s'était passé en Ukraine. Et pas Israël. S'être adapté
Oui. Et Israël y est allé comme les Russes Oui. en février. Oui. Colonne de chars, mais très collés en plus, Oui. très étrange. Les soldats regroupés comme ça en Ouais. tête et 10. C'est étonnant. Non, ouais, Ouais. C'est très étonnant. Moi, la chose qui m'a le plus étonné, parce qu'on regarde, je c'est pense. Israël qui est censé être le militaire malin, qui Ouais. s'adapte, en tout cas historiquement. Bah, c'était les Russes qui étaient censés être les plus forts, et puis les Ukrainiens se sont adaptés, et ils ont utilisé les drones pour compenser la faiblesse de l'air effectif, par exemple. En fait, c'est très intéressant parce que dans chaque cas, c'est des guerres asymétriques qui, à plein de niveaux, nous surprennent. On n'est plus dans la... Je dirais qu'on a l'ennemi, si je vais dire l'ennemi en me plaçant au niveau, on est l'Occident. Voilà. Plus, il y a 20 ans, quand on faisait les guerres d'Afghanistan, les guerres d'Irak, l'ennemi était faible. Aujourd'hui, il est toujours faible, mais on est plus fort, on est plus intelligent, on a la technologie, on a l'aviation, on a tout ce qu'il faut, etc. On était face à des ennemis qui étaient le parti basse, bon, les talibans, même si c'est un redoutable combattant qui avait défait les soviétiques, mais c'est l'ancien monde. oui, voilà. Mais qui n'avait ni communication, ni rien. Et ce qu'on n'a pas voulu voir, je pense, c'est là où le problème auquel on fait face aussi, c'est notre mentalité. Et elle a non seulement été contre-productive à plein de niveaux, déjà à l'époque de la guerre en Irak. Je me souviens de le corps des Marines qui a toujours, contrairement à ce qu'on imagine, été très audacieux dans la façon de conduire ces guerres, beaucoup plus que l'US Army, avait proposé à Paul Bremer, le fameux proconsul de George Bush, de régler les problèmes en ambar. À l'époque, la 82e Airborne s'était déployée en ambar au début. Il commençait à y avoir de l'insurrection. On était à peu près au début de l'année 2004. Les Américains étaient là depuis 6 mois. Et les Marines sont venus remplacer la 82e dans cette province sunnite, composée d'anciens militaires, officiers de Saddam Hussein. C'est Fallujah, Ramadi, c'est voilà, on va dire le chaudron sunnite irakien et un des fiefs principaux de l'insurrection. Et les Marines sont arrivés voir Paul Bremer en disant voilà, il y a une technique qu'on devrait faire, c'est s'appuyer sur les chefs de tribu. Là, vraiment, on a identifié les gars, on a fait le boulot. Faut aller les voir, faut passer du temps, faut boire du chai, mais je pense qu'on va avoir du résultat. Et Bremer les avait envoyés chier en disant mais non. Lyoté. Donc... Oui, voilà, exactement. Pour le spécialiste des opérations. C'est ça. Et Petraeus est venu ensuite en 2007 seulement. Est arrivé en 2007, à l'été 2007, pour expérimenter son plan de contre-insurrection. Et donc, avant, on aurait pu traiter et faire en sorte que l'insurrection... Et déjà, à l'époque, la mentalité était... oui, attendez, c'est des trucs archaïques. Maintenant, c'est la démocratie. Chaque Irakien va être heureux de pouvoir voter. Il va aller goûter à la liberté. Et ensuite, voilà. Donc, ça... Bon. Là, on vient de le voir à l'échelle maximum avec les Iraniens. Oui. Mais on a été, ils ont turbané, oui, ils attendent la liberté McDonald's et je crois que ça se règle en 3 jours. Je crois que c'est encore pire avec les Iraniens parce qu'on a même imaginé un peuple. C'est-à-dire, on imagine un Iranien et on se force à croire que c'est l'Iran. Et là, on se prend en pleine face, 1, notre condescendance, 2, notre ignorance, et 3, le fait qu'en face, bon, je prends juste un exemple, Ali Larijani, on dit oui, ils ont plein de diplômes. Là aussi, on essaie de minimiser. Mais par exemple, Israël Katz, le ministre de la Défense israélien, lui, il a une licence d'agriculture. Bon, c'est bien, hein, une licence d'agriculture. Bon, Israël Katz. Ali Larijani, il est agrégé de philosophie. Il a écrit 3 bouquins sur Kant, pas que sur la mathématique dans l'œuvre de Kant. 3 livres. Il a un diplôme de mathématiques aussi. Voilà. Après, vous regardez les choses, même le commandant des IRGC, pareil. Mais Kant, ça veut dire qu'il n'est pas agrégé de philosophie, il n'est pas agrégé d'un philosophe perse. Et c'est pas ça. Ça veut dire que il connaît Kant, il a étudié la critique de la raison pure, ce qui est peut-être ce qui est le plus difficile en philosophie quand on est étudiant. Il connaît par cœur notre mentalité. Et le problème auquel on fait face,
un peu dans une moindre mesure avec le Hezbollah, c'est pas tout à fait le même contexte, mais avec les Iraniens à proprement parler, c'est qu'on est face à des gens qui nous connaissent par cœur. On le voit avec leur trolling sur les réseaux, les Legos, les dialogues entre Pete Hegseth, Donald Trump, etc. Donc ils nous connaissent par cœur. Ils ont toutes les références. Hein. L'autre jour, ils expliquaient quand Giorgia Meloni a dit qu'en gros, elle quittait le camp de Trump. Ils disaient, venez chez nous, mais les Italiens, il faut quand même qu'on règle un problème qu'on a entre vous et les Iraniens et les Italiens. C'est le problème des glaces. Vous prétendez avoir inventé gelato. C'est génial. Non mais vous prétendez avoir inventé gelato. Nous, on a un truc qui date de 7000 ans, qui s'appelle je sais plus quoi. Et bon, on a l'antériorité, mais vous avez été plus... et c'est écrit en anglais, en plus, you invented it louder. Voilà, c'est marqué. Et ils disent, bon, une fois qu'on aura terminé cette guerre froide de 2000 ans, on pourra être amis. Voilà. Je crois que les Américains sont proprement incapables de faire ce genre de choses. Et donc, on est face à un ennemi qui nous connaît par cœur et que nous, on ne connaît pas. Et c'est le problème principal. Tu as, je pense, parfaitement raison. Je vois très bien du côté russe. Oui. On a, si on regarde le ministère des Affaires étrangères et leurs diplomates, on a non seulement le premier niveau, c'est-à-dire Lavrov, Zakharova, Konchko, enfin bon, tous ces 7-8 qui... Mais le deuxième niveau, c'est 30 qui sont... Et le troisième niveau, ont tous passé 5 ans en Occident minimum et parlent anglais plus une autre langue. Très bien, qu'ils nous connaissent. Alors que dans nos administrations, la Russie, c'est... Oui. C'est le baron de Custine. Ah oui. C'est pas sérieux 2 secondes. Oui. Et il y a une méconnaissance. Et ce qui est l'inverse complet, et c'est normal qu'ils réussissent aussi bien les Iraniens avec les Lego et cette communication, pour la première fois, battent les Américains en quelques semaines sur la communication. C'est au moins, à chaque fois, ils gagnaient là-dessus. Oui. Et parce que, on parlait de Lyoté Gallieni, donc technique de contre-insurrection qui est inventée par la France. Il fallait des officiers qui aillent sur le terrain, qui apprennent la langue, qui se marient même localement, qui passent des années, donc connaissent l'adversaire, qui eux ne nous connaissaient pas, puisqu'on est marqué chez eux. C'est ça. C'est une inversion. C'est une inversion complète. Et une surprise. Et dans le cas des Iraniens, en plus, technologie, guerre asymétrique sur les objectifs, ça, plus, oui. Et un bond en avant militaire, parce que ils font la guerre du XXIe siècle. Les États-Unis font une guerre des 20e. En fait. Ouais, c'est ça. Ouais. En répétant d'ailleurs que dans la rhétorique trumpienne ou de Pete Hegseth, que les Américains ont gagné parce qu'ils ont détruit. Et détruit la quantité de destruction ou la quantité. En fait, on n'a pas bougé d'un iota. J'ai revu les communiqués depuis l'époque de McNamara. C'est la même dialectique. On va renchérir et il y a un professeur de géopolitique de l'école de l'université de Chicago qui s'appelle Robert Pape, je sais pas si vous le suivez, qui explique justement, lui il a théorisé l'enlisement en fait, et il explique comment si on continue sur cette voie-là et qu'on n'arrive pas à trouver et qu'Ormuz peut être la pièce qui va faire avancer l'Amérique dans un enlisement plus important. Pour le moment, on n'est pas sur la phase troops on the ground. Donc, c'est pas loin. Voilà, on n'est pas loin, mais on sent que Trump est quand même instinctivement conscient que s'il va là, c'est du bis repetita multiplié par 2, par 3 de l'Irak et de l'Afghanistan, en fait, puisque en termes de dimension, et là aussi, faut savoir écouter les militaires. Je regardais une interview du général William McChrystal, qui était le chef du GSOC à une époque, qui est l'homme qui a conçu l'opération pour éliminer Ben Laden, Navy SEAL, qui dit moi je suis du Texas, la base, moi je suis du Texas. Bon, l'Iran ça fait 2 fois et demi le Texas. Il y a 2 fois plus de population qu'au Texas. Je ne recommande pas d'envoyer des troupes au sol. Voilà. Voilà, c'est tout, quoi. C'est pas quelqu'un d'hostile, c'est quelqu'un qui va dire oui, il faut qu'on arrive à affronter cet ennemi, mais peut-être, imaginons autre chose. Mais nos techniques et nos guerres du XXe siècle ne marcheront pas avec un ennemi qui, par sa peut-être lucidité et sa réflexion stratégique, a déjà anticipé tout ça. Je pense que ce qui s'est passé avec l'Iran,
c'est il faut voir aussi comment, en fait, quand on analyse un pays, c'est toujours important de voir comment il perçoit ses voisins et quelles sont ses obsessions à lui. Les obsessions américaines, on les voit à travers Trump. Les néoconservateurs américains, on voit la fin de la guerre froide. Il y a des permanences comme ça dans l'histoire des pays. Et pour les Américains, le grand traumatisme, évidemment, c'est la peur rouge. D'où le fait que abattre la Russie, ça reste un objectif pour lequel, d'ailleurs, pour certains néoconservateurs américains, les guerres contre l'islamisme étaient un peu une sorte de parenthèse, ou en tout cas de dilapidation de ressources face à l'objectif principal qui était de mettre à bas la Russie qui s'était relevée. Donc il y a une permanence comme ça dans l'histoire des pays. Et quand on regarde l'Iran, l'obsession des Iraniens est encore plus aujourd'hui où les gardiens de la révolution, c'est des gens qui ont votre âge et le mien. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pendant que nous, on était en boîte de nuit dans les années 80, ou qu'on faisait notre service militaire, pendant un an, vous êtes un peu plus dans l'armée que moi, bah, eux, ils combattaient l'Irak, dans les tranchées. C'était la guerre Iran-Irak, une guerre abominable, mais qui a fait que la mentalité géopolitique iranienne s'est construit par obsession de l'Irak. À travers l'Irak, c'était qui? C'était l'Occident entier qui aidait l'Irak. L'Iran était seul à l'époque. Iran déjà sous sanctions, seul, et qui va rester sous sanctions pendant 47 ans. Donc c'est un pays déjà qui est habitué à se débrouiller tout seul. Alors quand on dit oui, ils vont pas trouver de trucs pour stocker leur pétrole, machin, ils vont trouver des manières, le Pakistan va les aider, et il y aura pas de fermeture de puits. Ça, c'est aussi un pari très très risqué fait par Trump, avec l'idée de continuer le blocus. Mais peu importe, parenthèse. Mais pour que tout le monde comprenne, tu évoques le fait, ce qui est dit dans les médias américains qui est faux en fait, que comme ils ne peuvent pas exporter leur pétrole, les puits, c'est pas un truc qui arrête. Non. Une fois que ça sort. Et puis après, c'est des questions de pression. Et si on le ferme, on le perd. On peut, mais c'est... Oui, c'est très compliqué. Ça demande ces investissements colossaux. C'est ça. Et donc l'idée, c'est que ils vont se retrouver coincés. Voilà. Quoi ça va faire avec ce pétrole, donc devoir fermer les puits, et c'est une catastrophe. Oui. Déjà, on peut faire remarquer que c'est un peu pareil de l'autre côté. Oui, bien sûr. Je parle des pays du Golfe. Les Émirats en particulier, parce que les Saoudiens sont autorisés par l'Iran à continuer à déverser leur pétrole. Mais les Émirats, là, le terminal qui a été... savent très bien, ils ont... comment il s'appelle Fujairah, c'est ça les Iraniens ont tapé celui-là, ils n'ont pas tapé Yanbu. Il y a 2 jours. Ils n'ont pas tapé Yanbu, ils n'ont pas tapé le pipeline est-ouest saoudien. Les Saoudiens prudemment se disent non, il ne faut pas d'escalade. Les Émirats... On voit bien son malin, parce que taper Fujairah, ça a arrêté immédiatement. Ça y est, les Américains, là, on s'y met 2 jours après, ou on va reprendre quelques jours de réflexion. Parce qu'ils ont compris qu'ils leur ont dit, en fait, voilà le scénario. Si vous allez plus loin, on ça, c'est le tarif pour 7 petits bateaux. Si c'est plus, on casse tout. Et on plaisante pas. Et on plaisante pas, on est très sérieux. Et si vous voulez, on rentre dans la phase destruction. Parce que là, on est dans la phase blocage. Phase blocage, bon, ça va vous coûter du pognon, ça va coûter à toute la planète, on va vivre des moments difficiles, mais c'est réparable. Phase destruction, c'est plus réparable. Ça, c'est vraiment la fragilité de la position américaine aujourd'hui, elle est là. Les Israéliens, c'est subalterne par rapport à ça. Mais voilà. Mais pour revenir sur les années 80, je pense que c'est important aussi de repréciser ça. Donc les Iraniens, le corps des gardiens de la révolution, qui est créé par Khomeini d'ailleurs, par méfiance de l'armée traditionnelle iranienne qu'il pense encore inféodée au Shah et prête à lui faire une révolution ou à mettre à bas la révolution islamique. Donc il s'appuie sur les IRGC, et les IRGC prennent, on va dire, racine et creusent leur mythologie, créent leur mythologie, avec la guerre Iran-Irak. Ce qui fait que il y a un général iranien qui s'appelle Jafari, qui en 2003 observe comment les Irakiens, avec leur structure pyramidale, avec Saddam Hussein à la tête de l'armée, etc., et tout le jeu de cartes des généraux et des ministres bassistes, va s'écrouler en 3 semaines. Et ayant comme obsession le voisin irakien est donc pris d'assaut par les Américains. Qu'est-ce que disent les Iraniens ? On
Ils veulent mettre les chiites au pouvoir, très bien. Mais on va les emmerder grâce aux chiites. Parce que là aussi, c'est l'incompréhension des Américains. Ah bon, on se prend de l'insurrection de la part de l'armée du Mahdi. Qu'est-ce qui se passe? Mince, des munitions qui viennent d'Iran. Enfin, tout ça, voilà, on comprend qu'il y a un poison qui est là. Et c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que les Iraniens vont bâtir leur armée, en particulier ce général Jafari, de façon mosaïque, en disant voilà, moi je vais fonder une armée, et il étudie ça, et il fabrique sa doctrine dans l'école de formation des cadres des gardiens de la Révolution, et il forme son armée mosaïque à base de 31 provinces iraniennes, avec ce principe d'autonomie qui fait que il dit mon armée, elle est pas faite, le principe de base, elle est pas faite pour gagner, mais elle est faite pour ne pas perdre. Voilà. Et c'est la compréhension géostratégique américaine, parce que le fait de décapiter, oui, c'est une guerre de retard. Mais elle est faite super bien marché sur l'armée de Saddam Hussein. Bien sûr. Saddam, 5 ministres et 12 généraux. Voilà. Et après, on le retrouve dans un trou, en train de se planquer. Là, la décapitation de Khamenei a donné le go pour la mise en place de cette doctrine. Parce que cette doctrine, elle était faite pour qu'un seul type puisse appuyer sur le bouton. C'était le guide suprême. Et pour qu'elle s'applique si ce guide suprême disparaît. Donc, ce qui est aussi intéressant du point de vue des Iraniens, qui auraient très bien pu mettre Khalibaf ou un gardien, on oppose souvent Khalibaf, le chef du Parlement, avec les gardiens. C'est un gardien lui-même à la base. Hein. Là aussi, Mojtaba a été gardien aussi. Donc, le fils de Khamenei a été gardien. Mais le fait de l'avoir nommé malgré son état de santé apparemment critique, c'est important parce qu'il y a un moment, il faut arrêter la machine. Et si on doit arrêter la machine, c'est lui qui peut le dire, voilà. Parce que cette machine-là, elle était faite pour qu'il n'y en ait qu'un seul qui l'arrête, c'était le guide. Et le guide disparaît, on va jusqu'au bout, voilà. Et là, on voit ce que tu as évoqué avec Mounier. Ils ont, je pense que ça sera étudié dans les écoles de guerre un jour, parce que c'est le concept que tu as dit de scénario. Mais bien sûr, c'est ça. Mais il doit y avoir un des 31, ou ça dépend, commandement qui a des fiches. Si on est à tel jour de guerre, qu'on a tant de stock, que les Américains font ça, on a option 1, 2, 3. Bien sûr. Mais s'ils font ça, on a option 1, 2, 3. Et en fait, ils croisent. Et le gars qui est de l'autre côté de l'Iran, il ne sait pas ce que va faire celui-là, parce qu'il répond à un système très organisé de scénario. C'est très compliqué avec aussi une maîtrise de la communication qui était quand même très très surprenante. C'est-à-dire le principe, on n'avait jamais vu ça avec un ennemi dans le cadre d'une guerre asymétrique. Les Américains tapent Natanz le matin avec les Israéliens, les Iraniens répliquent sur Dimona le soir. Voilà. Les Israéliens bombardent South Pars, la partie du champ gazier en Iran. Ras Laffan, Qatar, le soir, le jour même, avec destruction d'une 20% de l'installation. Durée des travaux de remise. Comment? Il est arrêté maintenant. Oui. Mais heureusement qu'il est arrêté d'ailleurs parce que là, pendant qu'il était en activité, les Iraniens ont arrêté la production de 20%. Les dégâts qui ont été causés, c'est 5 ans de réparation. Et ça a été 20 milliards, 5 ans. Ça a été, je pense, un wake-up call, comme on dit aux États-Unis. Signal d'alerte. Si on continue, on détruit tout. Ils détruisent tout et ça va être terminé. Il y aura plus. Déjà, on peut mettre en doute le fait que Dubaï sera encore Dubaï. Probablement pas. Mais ceux qui essayent de tirer le marron du feu, c'est les Qataris et c'est les Saoudiens. Et on a bien compris que qui dicte leur politique étrangère, c'est l'Iran aujourd'hui. Hein. C'est pas les États-Unis. Et la confiance en l'Occident, c'est terminé, quoi. Voilà. Je suis quand même toujours très surpris. C'est une remarque, et après je te pose une question sur l'équipe en Iran. Mais il y a une vieille guerre, maintenant c'est une vieille guerre, la guerre du Kosovo de 99. C'était la même chose. Il y a beaucoup plus d'aéronefs, et 78 jours sur un pays qui est 20 fois plus petit que l'Iran, il y a moins de montagnes. Pour se rendre compte, une fois la guerre terminée, 78 jours après, que l'armée serbe a été attitionnée à 5%.
que tout était enterré, que les 3/4 des annonces de destruction, c'était des cartons ou des ballons gonflables. Il y a 26 ans déjà, 7 ans. Et que surtout les communications, c'était des tubes enterrés. C'est vieux, c'est très étonnant qu'il n'y ait pas eu d'anticipation, un peu comme l'armée israélienne face au Hezbollah, de se dire, en fait, peut-être qu'ils ont analysé ça, et vu qu'ils n'ont pas l'air stupides, peut-être qu'ils se sont dit qu'ils allaient faire quelque chose. Juste savoir, l'équipe ton équipe qui était en Iran, c'est quoi les enseignements qui ressortent de l'ambiance, l'atmosphère Surtout. Est-ce qu'ils étaient un peu stressés parce qu'ils sont passés entre 2 bombardements, si j'ai Oui, bien compris? oui. Oui, ils étaient stressés. Ils ont constaté. Le problème de l'Iran aussi au niveau de sa communication, c'est que toutes les équipes. Moi, je connais très bien Fred Pledgen, qui était l'envoyé spécial de CNN, le seul envoyé en Iran au début, autorisé à rentrer dans le pays au début de la guerre, qui a témoigné les pluies de pétrole à Téhéran, etc., l'atmosphère et beaucoup de dégradation. C'est qu'en Iran, on est face à un pays dont la communication fonctionne un petit peu comme la Corée du Nord. C'est pas ce qu'on appelle des fixeurs, les gens qui vous accompagnent, c'est ce qu'on appelle des minders, c'est-à-dire quand il faut filmer, c'est entre là et là. Vous voyez, donc il y a une sorte il n'y a pas de liberté. La presse, c'est quand même très concentré, et on est donc on peut pas aller partout, et on vous montre des dégâts en disant bon, là tu peux filmer, etc. C'est vrai que le Liban est beaucoup plus libre. Israël est pareil que ça. Hein. On voit bien les correspondants. On monte pas là. Alors évidemment, à chaque fois, c'est toujours le même truc. Oui, parce qu'on peut pas. Comprenez, c'est pour des raisons de sécurité. Voilà, c'est toujours pour des raisons de sécurité. En réalité, quand il y a vous avez entendu, vous avez vu des images des bases israéliennes, des bases de l'armée de l'air israélienne. Non, voilà, c'est même criminalisé dans certains endroits. Je crois en Israël, aux Émirats Arabes Unis aussi, on ne peut pas monter. Voilà. Donc on sait très bien que la communication, c'est un élément important, et les Iraniens là-dessus sont extrêmement sourcilleux. Contrôle. Maintenant, ils ont laissé nos équipes interviewer des gens. La vraie surprise, c'est le degré de libéralisation de la société, des filles croc-top, nombril apparent, comme chez nous, quoi. Pas de voile, voilà. Ça, apparemment, c'est depuis 3 ans, c'est depuis les émeutes de 2022, après la mort de l'assassinat de la c'est ça, de Kurde, tout à fait, qui avait mis son voile de travers. Tout à fait. Et j'étais en Iran. Moi, j'avais eu l'occasion d'aller en Iran à l'époque, pas du tout dans un contexte journaliste. J'étais allé accompagner des touristes. J'avais trouvé un petit boulot. J'étais au chômage à l'époque, et j'avais laissé en 2022, octobre 2022. Et j'étais tombé au milieu alors évidemment, j'avais fait un papier après, sans le dire. Et d'ailleurs, les autorités iraniennes me l'ont rappelé. Il y a pas, quand j'étais allé à l'ambassade, on a vu que vous aviez écrit quelque chose. Bon, ils regardent tout. Et donc ils ont des moyens de surveillance et de contrôle, etc. Mais ce qui m'avait surpris à cette époque, c'est déjà que le voile devenait quelque chose d'assez symbolique. Il y avait une sorte de voyage du voile, de la tête jusqu'au chignon, et du chignon jusqu'aux épaules, quoi. Et quand il y avait un risque, hop, on le remettait, quoi. Mais sinon, déjà à l'époque, j'avais vu beaucoup de filles sans voile. Il paraît qu'aujourd'hui, globalement, le gouvernement a lâché l'affaire là-dessus. Et parce que voilà, il peut pas. C'est ça. Mais ce qui ne peut pas se passer, ce qui est très intéressant toujours, c'est que et ça aussi, c'est ce qu'ont pu constater nos équipes, c'est que le fait, et encore une fois, on parlait des choses, on dit l'attrition, les guerres asymétriques, on imagine qu'on va faire une pluie de bombes, et que il y a pire que la pluie de bombes, et on va les anéantir. On va faire la pluie de bombes, et leur peuple va nous embrasser et nous accueillir et se soulever. Ça aussi, c'est un truc complètement absurde. En 1940, de 43 jusqu'en 45, jamais les bombardements anglo-américains de l'Allemagne n'ont suscité de fissures dans le régime. Il a fallu que ce soit la vieille garde prussienne avec Stauffenberg et autres qui monte un coup d'État contre Hitler. C'est pas la population qui est venue et dire voilà. Voilà, nos libérateurs viennent du ciel et on va se libérer nous-mêmes.
comment peut-on toujours imaginer qu'en se balançant, en prenant des bombes sur la tronche, on va sauter dans les bras de ceux qui les balancent? Voilà. Et ça, apparemment, c'est le Mossad qui avait préparé un plan vendu à Netanyahou ils ont aussi essayé aussi d'instrumentaliser les Kurdes. Ils ont préparé les Kurdes irakiens. Il y a eu une base dans laquelle il y a eu des entraînements en disant aux Kurdes irakiens, écoutez les gars, vous allez nous aider, vous allez rentrer en Iran, en Kurdistan iranien, vos frères iraniens, vous allez faire équipe avec eux. Ça va monopoliser l'armée iranienne. Et on va abattre le régime. C'est quand même complètement dingue d'imaginer ça, alors qu'on vient d'abandonner, que les États-Unis viennent de quitter la Syrie, abandonnant les YPG à leur sort et les livrant à Jolani. Oh, c'est un djihadiste. Oui, modéré, je sais, avec une barbe comme voilà, il a une barbe dont la taille se rapproche de la nôtre. Mais il a une cravate en plus de nous, vous voyez. Sa femme, par contre, est en burqa intégrale. Mais pour pas qu'il y ait de tentation, là, c'est bien. Voilà. Mais je me demande bien d'ailleurs, au passage, qu'est-ce qu'il va faire des combattantes kurdes? Est-ce qu'elles vont rejoindre l'armée syrienne? Est-ce qu'il va y avoir des femmes dans l'armée syrienne? Je pense que la réponse est dans la question. Donc, non, on a abandonné les Kurdes 25 fois. Et là, on leur demande, on se dit, les gars, vous allez nous aider, vous allez y aller la fleur au fusil contre les gardiens de la révolution de l'autre côté. Non, ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. Et l'opposition iranienne ne s'est pas réveillée. Moi, je vois, j'ai des copines qui sont iraniennes en France, qui, quand elles ont vu l'ampleur des frappes, tout à coup, non pas... C'est des gens qui sont de l'époque du Shah, les parents sont nés là-bas, elles sont arrivées ici. Certaines restent viscéralement opposées au régime iranien, mais faire ça à l'Iran, c'est faire ça à leur pays, et le point de vue a changé. Le point de vue. Moi, je fais une série d'articles sur le phénomène du ralliement au drapeau sur Fréquence Populaire, Ouais. qui au point que tout à coup son nom m'échappe, le très grand cinéaste iranien, Oui, qui est rentré en Iran. qui a eu Oui. la Palme d'Or, La Palme d'Or. pour un film fait à Téhéran contre le régime, Oui, pour lequel il a été condamné à 1 an de prison. oui. Et il est rentré en disant, non, c'est mon pays. Oui. Si C'est je ça. dois mourir, ça sera récompense. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'a pas été menacé là-bas. Non, Ouais. Oui, ils savent. pas complètement idiot. Non, vraiment le mettre en prison, ça serait vraiment une bêtise Oui. insigne. Mais bon, Oui. non. Ouais. Ouais. Non, à part des monarchistes du Shah Oui. excités ici, Oui, c'est fini. Enfin, c'est sûr. ils ont renforcé le régime. Et d'ailleurs, on les entend Même plus. en termes d'image, moi, je suis frappé par le fait que les Iraniens n'ont pas tellement la cote quand même. Je parle dans les forums internationaux du Sud global. La délégation iranienne, c'est pas ce qui excitait le plus les gens. Hein. Non. Les Chinois, les Russes, les Brésiliens ne sont pas des fans de gens turbanés. Non. Du tout leur truc. Et là, c'est hors de pétrole. Là, ça y est. Leurs vidéos, Arrakchi. leur résistance, leur... Oui, puis des personnages comme Arrakchi qui ont réussi médiatiquement à creuser. Khalibaf, c'est un peu plus... il a réussi à impressionner les Américains, apparemment. Mais Arrakchi, c'est le porte-parole des gars de la Révolution. Oui, aussi, oui. Les jeunes, le théoricien philosophe. Oui. Bon. Ah, lui, il est dans tous les vidéos, voilà, tous les trollings, il est là. Et ils l'ont bien Ouais. choisi. Mais ça, c'est remarquable. C'est remarquable pour un pays qui nous est décrit comme ayant plus d'armées, plus d'aviation, plus de leaders, plus rien par Donald Trump. C'est quand même assez hallucinant qu'il n'y ait pas un mec dans la conférence de presse qui dise « Attendez, monsieur le Président, vous nous répétez ça, mais... » Donc, ils n'existent plus, les Iraniens, mais pourtant, ils existent, on le voit. Pourtant, vous nous dites, ils n'ont plus de marine, mais vous nous dites, hier, vous avez détruit 6 de leurs bateaux. Donc, ils en avaient au moins encore 6, puisque vous les avez détruits. Tu vois, c'est même conceptuellement, c'est étrange, parce que ils ont détruit toute l'aviation, ce qui n'est pas vrai. Les navires, ce qui n'est pas vrai non plus. Mais un navire, c'est ce qui permet d'avoir une action militaire dans le milieu maritime. Oui. L'aviation, c'est ce qui permet par les airs, de frapper l'adversaire. Et le drone le fait aussi bien. Hein. Mais bien sûr. Ça s'appelle avion, drone ou montgolfière. Quelle importance? L'important, c'est de pouvoir le faire. Or, ils n'ont pas l'air... D'ailleurs, ce qui est intéressant... dans ce domaine. Bien sûr, ce qui est intéressant par exemple, chez les Russes,
je ne sais pas si les Ukrainiens, mais je pense qu'ils ont à peu près la même vision, c'est les équipes de dronistes chez les Russes se considèrent comme la nouvelle aviation. Oui. Voilà, c'est comme ça qu'ils se voilà. De même, certains Français qui se sont engagés côté russe ont nommé leur bataillon Normandie-Niemen. Voilà, disons, nos grands-pères étaient venus aider les Soviétiques, nous on aide la Russie avec les drones. Voilà, mais c'est effectivement très étonnant de voir. Mais je pense qu'il y a la bureaucratie du Pentagone aussi qui joue, le fait que quand on est le faible, on est obligé d'être plus inventif, mais que aujourd'hui le fort ne gagne pas dans un premier temps, hein, parce que ce qui s'était passé en Irak, ce qui s'était passé en Afghanistan, même quelque part ce qui s'est passé au Vietnam pendant un premier temps, le fort a raconté qu'il avait triomphé. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire jeu égal, ou au moins à riposter d'une manière suffisamment forte et suffisamment ciblée pour créer justement l'illusion dans l'opinion que bon, la guerre n'était pas gagnée, quoi. Voilà. Si tu as encore un tout petit peu de temps, Bien sûr. et pour revenir sur le Liban qui t'intéresse, est-ce qu'il y a une sorte de sentiment national qui revient justement, une sorte de ralliement au drapeau du cèdre du Liban, avec des gens très différents qui ont été en conflit? Parce que j'ai l'impression que, alors peut-être je me trompe, mais vous avez sûrement pu observer ça, les exactions de certains soldats israéliens, comme il y en a eu plusieurs, on a parlé du couvent, prieuré, il y a à Jérusalem cette nonne qui a été agressée par un extrémiste des équipes de Ben Gvir Smotrich, le fracassage de la croix. Oui. Et les chrétiens d'Orient, en tout cas les chrétiens du Liban, doivent se... Est-ce qu'il y a une forme de sentiment national, d'unité nationale, ou c'est vraiment que le Hezbollah qui fait le conflit, que les chiites qui affrontent Israël? Je dirais que par rapport aux chrétiens que j'avais pu rencontrer lors de mon premier reportage et ceux que j'ai vus cette fois-ci, le point commun entre les Libanais, et ça a joué contre le Hezbollah à une époque, c'est le ras-le-bol de la guerre. Le Libanais qui a nos âges, qui est dans la cinquantaine, a connu 50 ans de guerre et considère que ces guerres-là ne sont chacune sont la succession de la précédente. Bon, à une époque c'était les Palestiniens, maintenant c'est le Hezbollah. Voilà. Les choses changent, mais globalement c'est toujours un conflit avec Israël globalement. Donc même si certains chrétiens à une époque ont pu rallier Israël, l'armée du Liban Sud et d'autres, les forces libanaises ou des gens qui sont encore très présents dans la vie politique, on va dire libanaise, aujourd'hui, je dirais que il y a toujours des défenseurs d'Israël parmi les chrétiens, mais je dirais qu'on les entend moins qu'au début du conflit. Et aujourd'hui, c'est la lassitude qui domine, la désolation de voir encore le Liban Sud ravagé. Beyrouth va s'en remettre, Beyrouth, même Dariyeh qui a été bien abîmé. Mais ces guerres permanentes ont joué, comme je le disais au départ, contre le Hezbollah, parce que le Hezbollah a redéclenché à la fois le 8 octobre 2023 et le 2 mars, donc quelques jours après l'attaque des Israéliens et des Américains sur l'Iran, le Hezbollah a redéclenché, a ramené le Liban dans la guerre. Et donc ça, de ce point de vue-là, il y a eu effectivement dans les communautés, y compris à l'intérieur du monde chiite, on a vu des dissensions entre Nabi Berri et Naïm Qassem sur voire des menaces de rupture qui, encore une fois, ce que j'ai pu constater moi sur le terrain ne sont pas vrais du tout. C'est Hamal et le Hezbollah travaillent main dans la main. Mais d'ailleurs, le village de Temnin était le village natal dans lequel nous sommes rendus de Nabi Berri. Sa maison a été détruite par les Israéliens. Donc, si vous voulez, c'est bien une preuve qu'ils le considèrent comme faisant partie de l'équation chiite globale, quoi. Mais non, là aujourd'hui, quand on
creuse ça c'est très important. Beaucoup de chrétiens, in fine, finissent par vous dire, s'il n'y avait pas le Hezbollah, Israël serait à Beyrouth, quoi. Voilà, ils sentent bien que c'est pas simplement une volonté d'éradiquer le Hezbollah. Ils ont compris que les mecs étaient là pour casser, pour détruire leur village. Et donc face à ça, certains veulent résister. Je ne sais pas s'il y a des cas de gens qui prennent les armes, mais en tout cas, beaucoup de chrétiens sont revenus aussi je vous dis essentiellement des personnes âgées, parce que quand il n'y a plus d'école, les gens qui ont des enfants en bas âge, ils partent. Ça, c'est un vrai problème. Et puis les vieux ils viennent parce que soit ils peuvent pas partir, soit ils veulent mourir dans leur village. Il y a ça. Mais de toute façon, il y a une prise de conscience que cette invasion israélienne, elle n'est pas là pour les libérer de quoi que ce soit. Elle est là pour envahir le pays, et ils en ont parfaitement conscience. Donc, problème éternel dont on parlait avant, face à l'agresseur, il y a une sorte de... Alors, est-ce qu'Israël est derrière le drapeau du cèdre? Est-ce que ce drapeau représente vraiment... On sentait que dans la jeunesse, à une époque, il y avait une volonté d'unité nationale par-delà la confession, qui est toujours l'obstacle au Liban. Ouais. C'est quelque chose qui n'existait pas en Syrie, par exemple. En Syrie, c'est vraiment le poison du djihadisme qui a affaibli les structures de la société, avec aussi le comportement du gouvernement Assad. Mais la Syrie avait réussi, on va dire, la laïcité, alors que le Liban ne l'a jamais connue. Et que... il y a la preuve que le communautarisme bien sûr, fonctionne pas du tout. Mais non, ça fonctionne pas, et que aujourd'hui il faudrait justement que ces énergies arrivent et que au niveau des humanitaires même, personne ne fait du trans communautaire, hein, pratiquement. Je suis allé à Saïda, c'est si Saïda, vous avez donc c'est une zone sunnite. Vous avez des ONG sunnites qui s'occupent des chiites, mais on sent bien que si ça pouvait être le plus temporaire possible, ça serait le mieux. Les chrétiens vont aider les chrétiens, etc. Enfin, à la marge, SOS Chrétiens d'Orient va vous dire oui, nous aidons aussi 100 familles musulmanes. Bon, oui, ok, d'accord. Mais c'est l'objectif, c'est toujours très très communautaire, et ça change pas. Malheureusement, c'est un petit peu le problème principal du Liban, tout ça. Et le Liban, il tient le coup, d'après toi, parce que si on considère 50 ans de guerre, ouais. guerre civile, plusieurs conflits avec Israël, une partie du pays qui est envahi, déjà c'est pas un gros pays, 1 million de réfugiés de Syrie, avant il y avait les réfugiés palestiniens, l'explosion dans le port il y a quelques années, le pays qui est techniquement en ruine... Oui, mais ça reste le pays de Dieu, le Liban. J'ai posé la question c'est ce que m'a répondu l'évêque de Tyr, Grec Melkite. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais vous savez qu'il y en a qui veulent transformer là, l'endroit où vous êtes, en Gaza. Alors il m'a dit, je n'aime pas beaucoup les comparaisons avec d'autres endroits, mais je vais vous dire une chose. Le Liban est cité 70 fois dans la Bible. Et à un moment, Dieu dit à Moïse, en montrant le Liban, ce n'est pas ta terre, c'est la mienne. Voilà. Le message était quand même assez clair. Mais donc voilà, je crois que l'accumulation de malheurs n'enlève pas le sourire sur le visage des Libanais. Je suis passé par Byblos, il y a encore 3 boîtes de nuit qui fonctionnent à temps plein, même en pleine semaine. Et il y a toujours cette manière... voilà, moi ce que je crois. Mais avec des centaines de milliers de réfugiés qui font des allers-retours de cessez-le-feu. Ouais, et ça reste le Liban, parce que je pense que l'aggravation possible et la pire des choses qui pourraient leur arriver, c'est leur démarrage de la guerre civile. Il y a des tensions, il y a des accrochages, il y a eu des tensions chrétiens-chiites, il y a des tensions entre sunnites et armées libanaises, dans Beyrouth, y compris des affrontements. Il y a eu encore avant-hier des affrontements avec le Hezbollah à Dariyeh et la police libanaise, pour des histoires de rien à voir avec la politique, hein, mais des arrestations, par exemple, où la population se met du côté de l'arrêté contre l'armée. Voilà. Ça, c'est des choses quand même très inquiétantes.
Mais je pense, et ça, je le pensais déjà au moment de la Syrie, que quand la Syrie était à feu et à sang, traversée par le djihadisme et où tout brûlait, le Liban est resté uni. Il n'avait pas de président à l'époque. Il a mis 4 ans avant de trouver un président. Une situation extrêmement précaire avec des infiltrations de djihadistes un peu partout. Une forte activité du côté de Tripoli, Herzl, le Kalamoun, toutes ces zones-là où le Hezbollah d'ailleurs à l'époque avait combattu à côté ou main dans la main avec l'armée libanaise. Et quelque part, je m'étais toujours dit, et je pense que c'est encore valable aujourd'hui, que le souvenir de ces 15 ans de guerre civile, les Libanais le gardent comme un truc sur lequel il faut pas retourner, voilà. Et que c'est ça qui fait leur cohésion. Leur cohésion, c'est d'avoir été tellement dans le pire que finalement, même si on déteste le mec du Hezbollah, ça reste un Libanais. Ça, on peut pas le comprendre ici parce qu'on n'arrête pas de nous dire que c'est un Iranien, ce mec du Hezbollah. C'est ça le vrai problème. Et voilà. Et chaque Libanais a quand même conscience d'être Libanais et d'avoir échappé un peu au pire en faisant ces accords de Taïf qui sont, bon, c'est pas terrible, c'est voilà, espèce de représentation un peu étrange et assez unique au monde, hein, d'avoir un président maronite, un premier ministre sunnite, un chiite pour le. Mais il y a quand même quelque part, ils se parlent, ils se mettent autour d'une table. C'est le jour où ils arrêteront de se mettre autour d'une table que là, il y aura plus de Liban, quoi, je pense. Voilà. Donc le souvenir du pire fait qu'ils existent encore. C'est pas glorieux, mais ils vont de l'avant. Et je vous dis, tant qu'il y a des boîtes de nuit, ça va. Eh bien, merci beaucoup, Merci Jean. Sommier, pour ces témoignages et cette réflexion. Merci pour le travail que vous faites aussi. Donc voilà, si vous voulez, si c'est pas le cas, vous pouvez vous abonner à Omerta sur la chaîne YouTube ou acheter le magazine qui sort régulièrement. Magazine, chaîne YouTube et application, parce que les documentaires, c'est sur l'application, vous téléchargez sur votre portable et là vous avez accès à tous nos docus. Voilà. L'application Omerta. Vous êtes loin devant nous. 560 000 abonnés, mais on rattrape doucement. Très bien, mais faut faire attention aux tortues. Hein. On sera ravis d'avoir un nouveau concurrent. On se voit pas comme concurrent. Non, bien sûr. En tout cas, voilà, vous faites des reportages. Nous aussi, on en fait. Enfin, vous en faites beaucoup plus, mais c'est une approche du terrain à la rencontre des gens. Merci beaucoup pour tout ça. C'est riche d'enseignements à chaque fois. Voilà. On vous réinvitera. Avec plaisir. Au prochain déplacement. D'ailleurs, peut-être qu'on ira ensemble. Oui. Au même temps à New Delhi. Il y a bientôt. Ah oui, il y a les BRICS. Ouais, les ministres des Affaires étrangères se réunissent là. Ça serait une semaine et puis. Ça, vous suivez beaucoup les BRICS. Ouais. Oui. Très intéressant. Moi, je dis que la guerre en Iran, c'est la première guerre des BRICS. Je crois que c'est l'Ukraine et l'Iran. Oui, les deux sont. Ils ont une ligne même. L'Ukraine, c'est la tectonique des plaques. Voilà, le monde se réaligne. Et la première véritable guerre menée par les BRICS, c'est l'Iran, je pense. Voilà. Celle qui vient vraiment contester à la fois la narration et la surpuissance de l'Occident. Voilà.